Bonjour à tous, dans cette vidéo 14 pour la formation GNU Linux, nous allons nous intéresser aux utilisateurs et aux groupes. Jusqu'à présent, on avait vu comment se passait tout ce qui était hiérarchie au niveau des fichiers. La dernière fois, donc la vidéo juste précédente, nous avons vu comment manipuler nos fichiers, et je vous avais, on va dire plus ou moins fait la transition vers une histoire de droit, en fait tout simplement sur les systèmes Linux, par rapport à un point justement sur la sécurité qui est très important. Alors tout ce qui est question de droit, on verra ça dans la vidéo prochaine. Tout de suite je voulais faire un point très important, parce qu'avant de parler de droit, il faut parler justement de qui est concerné par ces droits, et il s'agit justement des utilisateurs et de manière un peu plus poussée également, des groupes. Donc ça on va en parler par la suite. Alors, premier point important, qui est un peu, on va dire, la base de tout, mais c'est bien de le savoir, comme quoi des fois même la base c'est pas forcément évidente. Quand vous allez en fait accéder à votre système, vous savez que tout fonctionne par un système de session. On va avoir des utilisateurs qui vont pouvoir se connecter. Pour cela, vous avez deux informations primordiales. Vous avez le pseudonyme, qui est tout simplement ce qu'on appelle le login, d'accord, un pseudonyme, un identifiant, ce genre de choses. Donc moi c'est Champagne au niveau du système ici que j'utilise pour le cours, et un mot de passe, d'accord. À partir de là, je peux procéder à la connexion. Donc je mets mon mot de passe, je me connecte, et j'arrive tout simplement sur ma session, d'accord. Alors vous avez juste l'impression que vous avez simplement entré un mot de passe, ça vous a donné un accès, mais en fait il s'est passé tout un tas de vérifications et tout un tas de choses. La gestion des utilisateurs, ne va pas se faire n'importe comment. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit précédemment sur Linux, tout est fichier. Donc un utilisateur, en quelque sorte, c'est aussi un fichier. Et tout ce qui concerne ces informations, tout ce qui concerne ces identifiants de connexion, etc., ce sont également des fichiers. Pour cela, nous allons donc passer par la ligne de commande ici, et nous allons nous renseigner déjà sur une première chose assez importante. Peut-être pas mettre aussi grand non plus, peut-être pas forcément, quoique si, parce qu'il y a pas mal d'informations quand même. Nous allons nous renseigner d'abord sur un premier fichier. Donc la dernière fois, je vous avais montré comment afficher le contenu d'un fichier avec la commande cat, donc ça tombe bien, elle va nous servir pour la suite ici, puisque nous allons pouvoir accéder à un fichier très particulier. Donc on va l'afficher tout simplement. On va utiliser la commande cat, et il est stocké dans etc, donc je rappelle que ce sont tous les fichiers de configuration du système, etc, rappelez-vous, Editing Text Configuration, et ensuite, donc etc, /pass, donc avec deux S, wd. D'accord, pour password. Et là je fais entrer et j'obtiens tout un ensemble de lignes. Alors très rapidement, vous voyez qu'on y retrouve déjà l'utilisateur root, donc ça, rappelez-vous, c'est le super utilisateur du système, avec pas mal d'informations, comme vous voyez, qui sont séparées à chaque fois par des deux points. Donc je vais passer très vite sur cela, bin, games, etc., mail, tout ça, systemd, on va passer ça très vite, et on va arriver sur l'utilisateur, on va dire, voilà, réel ici, qui a été créé au moment de l'installation de ce système, qui est moi-même, d'accord. Donc tout est enregistré par ligne, d'accord. Une ligne correspond en réalité à un utilisateur. Il y en a qui seront évidemment par défaut, et vous en aurez ensuite ceux qui ont été créés. Ok, tout est donc indiqué ici. Toutes ces informations ne sont pas mises n'importe comment, d'accord. Encore une fois, je vous l'ai expliqué sur Linux, tout n'est pas balancé n'importe comment dans la hiérarchie des fichiers, dans l'arborescence, tout est rangé à sa place et de manière correcte, de manière propre. Et là, au niveau de la gestion donc des utilisateurs, ça procède comme si on va avoir l'identifiant, donc le pseudonyme qui a été choisi, d'accord, chose très importante. Ensuite, on va avoir donc les fameux deux points, donc ça agit comme un séparateur en fait, d'accord. Vous verrez que plus tard ça pourra être utile quand on utilisera des commandes par exemple pour formater des affichages, ça peut être sympa à utiliser. Ensuite on a un X, donc normalement ici c'est l'emplacement pour les mots de passe, d'accord. Et les mots de passe, je vais en parler par la suite, d'accord, je ferai une petite parenthèse là-dessus, donc je passe très vite pour le moment, on revient dessus juste après. Ici on a une espèce d'identifiant, un nombre, d'accord. Cet identifiant en fait, c'est l'identifiant utilisateur, d'accord, parce que pour le système, c'est beaucoup plus pratique pour lui de manipuler des identifiants que de manipuler des chaînes de caractères ou des pseudos ou que sais-je, donc il va travailler évidemment avec des numéros. Donc moi je suis l'utilisateur numéro 1000, d'accord, je suis le premier en fait, vraiment, qui a été créé ici, puisqu'il n'y a que cet utilisateur là, réellement, qui a été, voilà, ajouté à l'installation. Ceux-là ils sont par défaut au niveau du système, et le root de toute façon il est obligatoire ici. Donc ça c'est le premier utilisateur. Ensuite on voit la même valeur, mais en fait ça c'est un identifiant de groupe. Et les groupes je vais en parler aussi un petit peu après. Donc par défaut il faut savoir que sur les distributions comme Ubuntu, comme voilà les distributions de ce genre là, qui sont assez, voilà, assez on va dire utilisées, assez populaires, Linux Mint, etc. En général, on vous met le même groupe que l'utilisateur. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis donc l'utilisateur Champagne au niveau du système, et mon groupe par défaut, et ça j'en parlerai de toute façon juste après, c'est le groupe Champagne aussi. Automatiquement, il crée un groupe en fait portant le même nom que l'utilisateur, et du coup ici, comme c'est le premier groupe qui a été créé particulier, il lui a mis le numéro, l'identifiant 1000 également. Voilà.
Ensuite, après ces deux points, on a tout un tas d'infos, d'ailleurs, que vous voyez qui sont séparés aussi par des virgules où il n'y a rien, il y a des infos qui manquent. Ça, ce sont des infos un petit peu libres. Ça, tout ça, c'est un extrait en fait un peu flexible. Il n'y a pas forcément de règles particulières, c'est pour y mettre toutes les informations, on va dire, concernant la personne physique. Ça peut être votre nom complet, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être une adresse email, voilà, ce genre d'informations qui peuvent être séparées avec des virgules. Moi, comme j'ai que mon nom complet, bah, du coup, tout le reste, il n'y a rien d'autre, d'accord, au niveau des autres informations. Ensuite, on passe à ça, d'accord, cette partie-là, qui est, vous l'avez reconnu, normalement, hein, à ce stade de la formation, si ça vous ne comprenez pas, je vous invite fortement à voir les vidéos précédentes, c'est le chemin vers mon répertoire personnel. Donc c'est tout simplement le home, d'accord, voilà. Donc mon répertoire personnel, il porte le nom de mon pseudonyme, et il est dans /home/ le nom de l'utilisateur. Et on termine avec, ici, donc /bin/bash, ça j'en avais parlé, c'est un shell, d'accord, le bash, qui est donc tout simplement le shell de connexion. C'est-à-dire que quand je vais me connecter à mon système, en fait, donc avec ma session, pardon, il va exécuter ce shell ici, d'accord. Vous voyez que pour certains c'est false, alors souvent c'est pas mal pour tout ce qui est bot par exemple, ou tout ce qui est utilisateur particulier, on refuse tout simplement qu'ils installent, ou enfin qu'ils exécutent de terminal, donc on mettra simplement ça, on va mettre false, ou rien d'autre en particulier. Vous voyez, donc il y a des, selon les cas, il peut y avoir des shells un peu différents, hein, des choses un peu différentes ici, d'accord. Donc en général, par défaut, quand vous créez un utilisateur sur Linux, ça vous met ça, bash. Ça peut être SH, ça peut être ZSH, dans certains cas, peu importe, il peut y avoir des cas particuliers, mais grosso modo, c'est le shell de connexion qui est représenté ici. Voilà pour ce format, d'accord. Donc ça, c'est le format respecté, d'accord. Il y a le login, le mot de passe, ce qu'on appelle l'UID, donc l'UID, c'est tout simplement l'identifiant utilisateur, le GID, donc c'est en fait l'identifiant de groupe. On va avoir ensuite les informations personnelles, ensuite on a le home, et ensuite on a le shell de connexion, tout simplement. Donc tout est rangé de cette manière-là, au niveau de ces informations-là, donc je rappelle au niveau du fichier /etc/passwd, ok, donc c'est à connaître. Je reviens sur les mots de passe, j'avais dit que je reviendrai là-dessus. Les mots de passe, vous savez que c'est quelque chose de super important au niveau de la session, ça vous permet de vous connecter, donc d'avoir accès à vos données. Vous savez également que sur Linux, même n'importe quel autre système, tout est géré différemment. C'est-à-dire que chaque utilisateur possède sa propre session, donc son propre espace, d'accord, d'utilisation, et on ne veut pas évidemment que quelqu'un puisse aller fouiller dans vos affaires, dans vos fichiers, c'est tout à fait normal. Pour cela, il y a une connexion donc par mot de passe qui est nécessaire, même si on pourrait très bien faire sans, mais par défaut, et c'est mieux en tout cas, c'est d'avoir un mot de passe. Et ces mots de passe, par sécurité, ne sont pas stockés ici, d'accord. Ils sont stockés tout simplement dans un autre fichier pour lequel nous n'avons absolument pas d'accès, d'accord. C'est-à-dire qu'éventuellement, celui-là, on pourra procéder à des éditions, d'accord, si on voulait modifier des informations, mais au niveau du mot de passe, il y a un autre fichier qui possède justement ces mots de passe. Et ce fichier, c'est /etc/shadow. Voilà, tout simplement. Donc d'ailleurs, si j'essaye de l'afficher par défaut, je vous rappelle, comme je ne suis pas super utilisateur, il devrait me dire, voilà, que je n'ai pas la permission d'afficher ça. Il faudra être super utilisateur pour le faire. Alors je vous montrerai éventuellement, mais de toute façon là, ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Donc le mot de passe a tout simplement été mis à part, d'accord, pour apporter une sécurité supplémentaire, et je rassure également les gens qui se diraient, bah attends, le mot de passe il est enregistré dans un fichier en clair, non, il est évidemment chiffré, d'accord. Donc si quelqu'un parvenait à récupérer votre mot de passe, il aurait, comme pour une base de données sur un site web, un mot de passe, enfin je l'espère en tout cas pour celui qui a développé le site, chiffré. Donc il faudrait évidemment tenter de craquer le mot de passe pour réussir à trouver la version en clair du mot de passe, d'accord. Ça c'est comme partout. Vous vous doutez bien dans tous les cas, comme le mot de passe doit forcément être un moment comparé, en tout cas pour pouvoir vous connecter, il faut bien que ce soit stocké quelque part. Mais au niveau de Linux, il le stocke de manière chiffrée, il n'est pas stocké en clair, contrairement à d'autres systèmes où ça pourrait être assez problématique. Donc là, pas de souci à ce niveau-là, il est stocké dans cet endroit-là. Bon, je ne vais pas rentrer en détail pour le moment par rapport à ça, tout ce qu'il y a à savoir en fait, c'est que le mot de passe est mis à part dans ce fichier-là. Donc ce fichier-là, si je l'ouvre en super utilisateur, vous y trouverez mon identifiant, etc., avec une longue chaîne de caractères tout bizarres, des dollars, etc., qui est le mot de passe en fait que j'ai chiffré, d'accord. Mais de toute façon, c'est un système virtualisé, donc on s'en fout un petit peu. Alors, en cas d'édition, admettons qu'on voudrait par exemple modifier le mot de passe directement, genre via par exemple notre fichier de configuration, il faudrait désactiver le fonctionnement de Shadow. Donc Shadow, je rappelle, c'est cette espèce de système qui permet d'exporter un petit peu à part le mot de passe, ensuite procéder à l'édition du mot de passe et seulement réactiver en fait ce fonctionnement-là. Mais ça c'est pareil pour des raisons évidentes, il n'y a que le super utilisateur, donc root, qui peut faire ce genre de choses, d'accord. C'est lui seul qui a les droits à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est à part. Donc tout ce que vous avez à savoir, c'est de connaître etc/passwd, qui contient par ligne chaque enregistrement d'utilisateur, et etc/shadow, alors ça peut avoir un autre nom, hein. Des fois il me semble qu'il y avait passwd avec une tilde, ou il y avait des noms des fois assez particuliers, mais on va dire dans la majeure partie des cas, c'est le nom, il s'appelle, voilà, le répertoire, enfin le fichier s'appelle shadow en général, même si je vous dis il y a des exceptions. Et là-dedans, on a bien évidemment les mots de passe chiffrés, je rappelle, stockés dans ces, voilà, dans ces documents-là.
Donc ça, c'était le point à savoir au niveau des utilisateurs, de comment ils sont gérés, d'accord? Donc chaque utilisateur, je vous dis, bah, est défini par toutes ces informations-là, et chaque utilisateur, par la suite, aura le droit, justement, de faire certaines choses ou pas. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne par un système de groupe, d'accord? Et là, c'est un autre point important. Donc tout à l'heure, je vous l'avais expliqué, hein, quand j'avais fait slash, voilà, ceci, je vous avais dit que moi, j'étais dans un autre groupe ici. Ce répertoire, d'accord, bon on pourrait tenter, d'accord, c'est /etc/group, voilà, il me l'affiche ici, d'accord. Donc pareil, ça a même le même fonctionnement que pour les mots de passe. Vous voyez qu'ici, toutes les informations personnelles sont stockées pareil dans un répertoire, dans un fichier, pardon, shadow, d'accord, c'est à part. Mais ici on retrouve pas mal d'informations, d'accord, ADM, disque, mail, etc. Ce sont des groupes. Alors vous avez dû remarquer qu'il y a des groupes en fait qui ont les mêmes noms que certains utilisateurs qu'on a vu tout à l'heure, c'est normal. Comme pour moi, vous voyez qu'il y a un groupe qui s'appelle Ja Champagne, et je serai bien évidemment le seul dedans, puisque il le crée automatiquement à la création de l'utilisateur. Et il y a l'identifiant du groupe, ok. On voit que par exemple pour Pulse, c'est le groupe 128, ce genre de choses. Donc ça c'est pour tout ce qui est audio notamment. On retrouve pas mal de choses. Ça c'est l'écran de connexion, enfin voilà, on a pas mal d'informations, ça c'est pour SSL. On a beaucoup d'informations précises par rapport à ça. Pour les jeux, voilà, on peut créer un groupe par exemple pour tout ce qui est au niveau des jeux du système, la vidéo, enfin voilà. Vous voyez même pour Shadow il y a des choses. Donc c'est important à savoir, IRC, etc. Donc tout ça va permettre de gérer plus tard, ce qu'on verra dans la vidéo suivante, tout ce qui concerne les droits. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple définir des groupes particuliers. Par exemple, vous aurez forcément un groupe par défaut pour un utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur a forcément un groupe, c'est obligatoire, d'accord? Même si c'est lui-même, si son groupe c'est le groupe avec son nom d'identifiant, et un groupe bien évidemment, parce que c'est un peu l'intérêt, peut accueillir plusieurs utilisateurs différents. Alors à quoi ça sert ce système de groupe? Et bah c'est justement la base du système de permission en fait sur le système, dont on parlera dans la vidéo suivante, qui va permettre de dire bah tel groupe en fait, tous les utilisateurs qui appartiennent à tel groupe ont accès ou non à telle ou telle chose. Sur Linux, faut le savoir, et ça c'est quand même voilà, c'est quelque chose qui est relativement sympa aussi, vous pourriez par exemple interdire certains utilisateurs d'utiliser par exemple la carte son, d'utiliser l'imprimante, d'utiliser voilà, n'importe quel service en particulier ou fonctionnalité ou un programme en particulier de votre système. Il suffirait par exemple de créer un groupe particulier avec le nom que vous voulez et d'ajouter tous les utilisateurs dans ce groupe par exemple qui auraient le droit d'utiliser admettons l'imprimante. Et du coup tous les utilisateurs qui ne seraient pas ajoutés dans ce groupe en particulier ne pourront pas s'en servir. Voilà, on peut gérer ça de cette manière. Donc les groupes fonctionnent de cette manière ici, d'accord? Donc par défaut, comme je vous l'avais dit, quand vous allez installer votre système normalement dans pratiquement toutes les distributions, il va vous mettre automatiquement par défaut il va créer un groupe en fait qui a le même nom que votre identifiant utilisateur. Et vous allez être par défaut dans ce groupe-là. Mais moi, je peux être dans plusieurs groupes différents, d'accord? C'est tout à fait possible. Donc ça, c'est des choses de toute façon qu'on verra par la suite, évidemment, au niveau de ces informations-là. Donc sachez que c'est important. Alors, je vais repasser en ligne de commande, en interface graphique exceptionnellement, pour vous montrer ce qu'on l'avait déjà vu, hein, ça, tout début de la formation. Je vous avais dit qu'on reviendrait dessus par la suite. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis là, voilà, utilisateur, pour vous montrer, hein, grosso modo. Déverrouiller, voilà, il va demander mon mot de passe, donc ça c'est normal. Ok, c'est tout, il n'y a que ça comme information? Bah apparemment oui. Avant on pouvait voir les groupes ici, on peut plus les voir. Oh ça c'est dommage, je trouve qu'il y a moins d'informations qu'avant. Bon peu importe, mais avant on pouvait voir les groupes aussi qu'il y avait. Ok, bon bah peu importe, hein, c'est pas grave. Bref, bah de toute façon on va ajouter un utilisateur ici. Je le fais pas en ligne de commande simplement parce que ça se fait également en route. Il n'y a que le super utilisateur qui peut créer des utilisateurs en fait. Donc là on va le faire par l'interface graphique pour voir vraiment qu'on l'a créé. On va lui mettre un nom, on va l'appeler, tiens, ça j'aime bien, on va l'appeler Chuck Norris, voilà. On va mettre Chuck, voilà. Le mot de passe, on va définir un mot de passe au hasard, hein, hop, peu importe de toute façon. Ok, donc vous voyez que c'est utilisateur normal, ça c'est important. Si vous le mettez administrateur, bah, il serait comme un root, donc attention. Et après, logiquement, alors est-ce que j'ai toutes les informations? Qu'est-ce qui y va pas? Le mot de passe va être plus long. Ah d'accord, t'es pas content. Toujours pas? Bon. Si? Non? Il veut pas. Ah, il veut un mot de passe assez long quand même, hein. Bon. Ok. Et là, ça lui va? Oui, c'est bon, ça il veut bien. Donc on va créer l'utilisateur, et voilà. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai deux utilisateurs. Hop, je peux basculer de l'un à l'autre. Je peux même d'ailleurs, vous voyez ici par défaut, bon lui je suis administrateur, mais c'est normal, d'accord? Je suis pas root non plus, hein, d'accord? Administrateur, c'est encore autre chose. Vous avez l'utilisateur normal, vous avez l'administrateur qui pourra se donner les droits, par exemple super utilisateur éventuellement, et vous avez ensuite root, qui vraiment a lui à tous les droits.
d'accord? Donc ça par exemple ça permet de faire un compte limité. Là, il ne pourra pas lui s'amuser à faire n'importe quoi dessus. Donc c'est plutôt important à savoir. Et là, on va retourner sur notre fichier de tout à l'heure pour vous montrer ce que je vous ai dit, WD. Et vous voyez qu'il a créé Chuck. Donc mot de passe évidemment mis ailleurs. Du coup, bon, comme il incrémente de 1 à chaque fois, bah voilà, c'est l'utilisateur 1001 qui est mis dans le groupe 1001 aussi. Voilà, l'information donc complète ici. Il a du coup son propre répertoire et son propre shell de connexion. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Si je vais dans les groupes, vous voyez qu'il a créé un groupe Chuck également aussi, qui porte ce même nom. Voilà, qui est l'identifiant, donc le GID 1001. Donc c'est pareil, c'est des choses à savoir ici. Voilà tout ce qui est au niveau utilisateur, qui est vraiment à savoir ici, qui a son importance pour gérer ça. Alors on apprendra à gérer pas mal de choses en ligne de commande, bien évidemment, hein, ça a toute son importance. Ah oui, je pouvais vous montrer aussi ça d'ailleurs. /home, voilà, regardez, hop, d'accord, il a bien créé un répertoire. Hein. Si je retourne, pardon, pas je revais, c'est un peu bizarre. Voilà, si je retourne ici, dans le home, ici, voilà, il a effectivement créé un répertoire ici, d'accord? Donc il a mis par défaut template, c'est parce que c'est le système qui a décidé de mettre ça par défaut. Mais voilà, ce sera après à lui de créer ses dossiers, il peut mettre tous ces documents là, et moi je ne pourrai pas évidemment y accéder si je suis, bien sûr, par exemple, je ne suis pas administrateur root. Un root, il aura accès absolument à tous les dossiers de tout le monde, bien sûr, parce qu'il est vraiment le super admin, mais sinon on n'aurait pas d'accès. Mais après, on verra comment on gère les droits sur les fichiers, parce que vous verrez en fait que les droits, ça se gère pas n'importe comment non plus, c'est au cas par cas, d'accord? Vous pouvez par exemple dire que telle partie de votre répertoire il est accessible, et telle autre partie non. Donc tout ça va pouvoir être contrôlé minutieusement, et c'est des choses qu'on verra justement dans la prochaine vidéo. Logiquement, tout ce qui est utilisateur et groupe, je vous ai dit ce qui était important à savoir, d'accord? C'est des choses qu'on va manipuler tout le temps, d'accord? Sur la suite des vidéos, quand on fera des scripts, etc. On aura l'habitude de remanipuler tout ça, mais c'est pour ça que vous voyez ça maintenant. Parce que maintenant vous savez comment ça fonctionne, et par la suite, ce ne sera pas nouveau, donc vous connaîtrez vraiment votre système, et évidemment, en connaissant son système, on arrive à vraiment contrôler ce qu'on fait, et c'est permet de l'exploiter tout simplement. Donc c'est là tout l'intérêt de travailler comme ça sur une distribution GNU Linux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura appris encore beaucoup de choses. On se retrouve pour la séance 15, si j'ai pas de bêtises, et là on parlera par contre des droits, d'accord? Tout ce qui est droits et permissions, c'est un passage obligé très très important en Linux, c'est ce qui fait justement tout son aspect sécurité. À bientôt pour la prochaine vidéo.